matin. Merci de votre présence. Nous allons commencer. Mon nom c'est Jacques Bouche. À l'origine, je suis ariégeois. J'ai aussi nationalité mexicaine. En fait, je vis au sud de Toulouse. Toulouse, capitale mondiale de l'aéronautique, mais aussi capitale mondiale du cassoulet. D'ailleurs, c'est un mensonge. Toulouse n'a jamais été capitale mondiale du cassoulet. Vous savez très bien que Toulouse est capitale mondiale de la saucisse de Toulouse. Le cassoulet, la capitale mondiale, c'est Castelnaudary. Je vois qu'il y en a qu'un qui suit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais c'est la culture générale. Il faut faire très attention aux cultures régionales. Donc j'ai choisi le nom de Boiling Country parce que boiling, il y a le mot ébullition. Et il y a un collègue qui s'appelle Stéphane, qui est là dans la salle, qui m'a dit: Jean-Claude, est-ce que tu peux parler du Mexique? C'est parti, je dis oui, je peux parler du Mexique pendant 5 heures. C'est ma fascination, le Mexique, c'est mon pays d'adoption. Et je peux parler du Mexique pendant 5 heures en espagnol. Et il me dit: est-ce que tu peux le faire en 20 minutes et en français? Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Les slides sont en anglais parce que bon, je ne savais pas si à l'intérieur il y avait des gens d'origine étrangère ou pas. Donc je me suis dit, comme ça sera intéressant de le faire dans les deux langues. Et donc je vous pose une question: est-ce que quelqu'un reconnaît cette photo? Oui? Oui? Teotihuacan. Teotihuacan, en langage nahuatl, c'est l'endroit où les hommes se convertissent en Dieu. Mais c'est important parce que c'est aussi la première Smart City. 200 avant Jésus-Christ. Vous allez voir que c'est intéressant parce qu'on parle aujourd'hui du futur, mais ça c'est déjà inventé il y a 200 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans le territoire mexicain, le Mexican Highland, c'est un urbanisme très original, qui va très loin d'ailleurs, qui est relationné à la formation d'une région. Vous allez voir qu'il y a un problème de dimension, ils ont inventé les 3D en 2D, etc. C'est aussi un urbanisme particulier, et c'est aussi dans les relations humaines, comme quelqu'un qui est ici expert en cognitive systems, c'est une notion un peu de sacrifice et d'autres, qui était vraiment une loi, un procédé, une méthodologie d'aller vers l'éternité, la fameuse 5e boule de feu, etc. Donc c'est important à savoir, mais plus que ça encore, c'est très innovateur. L'architecture a fait bien sûr des études mondiales sur le sujet, et bon, même si on croit que bien sûr la civilisation qui a créé ça, c'est les Totonacos ou les Nahuas, on n'en est pas sûr. Au Mexique, il y a toujours une partie de légende, et on n'en est pas sûr. Mais cette architecture, c'est un cosmogramme. C'est un cosmogramme qui répète, qui redessine l'univers dans un domaine 2D. Donc c'est phénoménal. Je ne sais pas si vous êtes allé sur la Pyramida del Sol et de la Luna. C'est phénoménal. Je sais qu'Alain l'a fait. C'est une chose dont on va se rappeler tout le temps. Et c'est vrai que c'est déjà une première approche. Alors cet écosystème Teotihuacan, bonjour. Comment on est passé du calendrier aztèque, donc de ses origines, à des villes, on va voir, un peu structurées. Il y en a 6 en particulier, mais il y en a une 7e qui est arrivée, qui s'appelle Querétaro. Mais enfin bon, il y en a 6 qui sont déjà très fortes. Et comment qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? De quoi est fait le Mexique? Parce qu'on parle du Mexique, bien sûr, certaines personnes dans la salle sont mexicaines. Merci beaucoup, muchas gracias pour su presencia. Mais il faut savoir qu'il y a des chiffres. Et là, on ne peut pas mentir. C'est pas Jean-Claude Bouche qui interprète le Mexique. C'est le Mexique qui a un niveau économique. Alors, j'ai pris quelques chiffres pour ne pas vous endormir. Mais c'est important à savoir, c'est 120 millions d'habitants. 120 millions d'habitants, c'est à peu près 7 fois la France, suivant les interprétations. C'est un pays qui est numéro 9 classifié mondial sur les rankings économiques, quand même. C'est quand même, c'est pas dans le BRICS, mais on y est presque. On est peut-être au-dessus d'ailleurs, je ne sais pas. On est, excusez-moi, numéro 15 dans l'économie, mais on est numéro 9 producteur de pétrole. C'est important. Le pétrole, c'est une richesse, bonjour, très importante. On est, si vous prenez par exemple la ville de Mexico seulement, c'est 22 millions d'habitants. C'est 50 km de diamètre. Je crois qu'Avenida Insurgentes, c'est la rue la plus grande au monde. Donc c'est important à savoir, c'est une autre dimension. On est vraiment dans une autre dimension. Mais les résultats à droite, c'est 400 millions d'exportations. Milliards d'exportations. C'est 400 millions d'importations. Ça veut dire que vous avez l'opportunité au Mexique d'exporter, mais vous avez aussi l'opportunité de vendre vos services et produits.
Il y a un mouvement one-to-one. C'est à peu près 200 milliards de dollars de réserves. Exactement 230, mais au-dessus de 200, on ne compte plus. C'est 200 milliards de dollars de réserves. Aujourd'hui, il y a des pays qui comptent leurs dettes en milliards. Là, c'est en positif. C'est 10 714 dollars de GDP, PIB, par habitant. C'est très fort. C'est quand même 210% de croissance de PIB entre 1998 et 2014. Connaissez-vous beaucoup de pays qui ont 200% de croissance? Et en fait, c'est 50% de la population qui est connectée à Internet. Malheureusement, c'est aussi 32 millions de pauvres. 52 millions de morts dus à la violence entre 2009 et 2012. Mais si on enlève ces mauvais événements qui sont très écosystémés, localisés dans certaines villes très chaudes, le pays, c'est ça le résultat. Alors comment on arrive à ces villes? Moi j'ai fait des rankings, j'ai fait des analyses régulières depuis 1989 que j'ai fait mes premiers pas au Mexique. Hein. Mais en fait, il y a des données qui sont en 2014 officielles, qui ne sont pas les miennes. Hein. Donc en Amérique latine, c'est la seconde ville dans le ranking de la revista Fast Company. Et il faut savoir que Monterrey, Nuevo León, au nord du Mexique, est classée ville numéro 2 dans les Cities in Motion, hein, des études faites par les Espagnols, les Européens, que tout le monde vous connaissez, entre les IECE, les index. Donc le Mexique, ici, a plusieurs villes qui sont mentionnées. Donc 7e Mexico, 8e Guadalajara. Et si vous voyez le ranking mondial, il est complètement différent à droite. Le ranking des 200, 300 plus grandes villes dans le monde. Ça veut dire qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir. En Amérique latine, le Mexique a 3 villes sur les 10 premières au point de vue connections et futur du smart. J'ai essayé d'ouvrir un peu les débats parce que j'ai plusieurs cas que je vais expliquer verbalement, mais j'ai essayé d'expliquer en 4 divisions comment ça fonctionne au Mexique et qu'est-ce que je peux expliquer sur le Mexique rapidement. À gauche, c'est vraiment les points fondamentaux, hein, du Smart Cities et autres. En bas, c'est qu'est-ce que la politique mexicaine a mis en place pour résoudre ces problèmes-là. Tout le monde croit qu'on va les résoudre maintenant. Non. Je vous rappelle qu'il y a, en 1989, mon cher au Mexique, il y avait un problème, c'était la pollution. Hein, c'est pas la Smart City qui a inventé la pollution, c'est la pollution qui était à Mexico. Puisque la vallée de Mexico est à 2500 mètres d'altitude, dans une vallée, il y a une pollution énorme. Et donc ils ont inventé les plaques d'immatriculation des voitures, de faire un jour ne circule pas et un jour circule. Ce qu'a implémenté Paris il y a 3-4 ans. Donc on avait déjà 20 ans d'avance. Pour vous dire que des fois, même plus, puisque 90-2015, ça fait même 35 ans d'avance. Ce qui veut dire qu'on a déjà implémenté des smart cities, pas forcément technologiques, mais qui sont liées à des valeurs qu'on verra de la smart city. Hein. Que ce soit la smart mobility, la smart environnement, etc. À droite, en haut, je vais vous expliquer 2 cas de success story. C'est sûr qu'on apprend des fracas, mais il y a quand même des cas de success story dans l'industrie très factible, mesurable, économiquement parlant, très rentable. C'est important de vous le dire. Et enfin, finalement, je ne sais pas, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper avec le mot smart? Et je vous dirai tout ça bien, peut-être. Et peut-être qu'on va en employer un autre que j'ai inventé la semaine dernière. Alors, il y a quelques années, Mexico, qui avait déjà pas mal de millions d'habitants, avait une certaine problématique de gestion du bruit, de gestion de la pollution, de gestion de la population. Donc il y avait un mouvement dans cette ville, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on arrive à Mexico, on a l'impression qu'on a des fourmis lumineuses qui vont s'étendre jusqu'à la montagne à perdida de vista, c'est-à-dire à l'horizon. Donc on ne voit pas le bout de Mexico. C'est Mexico qui est une ville terrible, comme on dit au Mexique, témible, mais aussi fantastique. Donc il y a les deux aspects. Et Mexico avait déjà fait, Mexico City, la ville, des études sur tous ces points-là. Si vous cherchez dans les documents, il y a 10 ans, 20 ans, il y a même un document, je crois qu'il est encore plus vieux, qui est de téléenseignement, de l'enseignement à distance, etc., pour la secondaria, les high school, etc. C'est vraiment des choses qui sont parties un peu tous azimuts. La sécurité, la transparence du gouvernement, ça n'a pas encore trop bien fonctionné. Mais je pense qu'il y a un terme qui est important, qui est le 4e, même si les déchets c'est important, c'est le 5e, pardon, c'est l'éducation, la formation. Ça c'est important, je crois qu'on a
un point commun avec beaucoup de collègues sur plusieurs territoires connectés. Il faut passer par la formation, je crois que c'est important. Et c'est de là que les gens prennent conscience de l'aspect social et économique et de leur environnement. Et donc tous ces termes-là, si vous regardez bien, ils existent dans la définition officielle des SMART que je n'ai pas forcément inventé, que vous connaissez tous. Ça, c'est les 6 familles de SMART qu'on peut dire, qu'on peut classifier. Mais ça, c'est aussi, il y a en plus de ça, 33 indicateurs qui correspondent à cet environnement. Donc le Mexique déjà a fait des analyses sur certains de ces indicateurs, donc c'est pas nouveau. C'est important à savoir parce que c'est non seulement un pays potentiel, mais c'est un pays qui a fait son travail depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'a fait alors les politiques mexicaines pour en revenir à notre connaissance des villes? Là, je vous ai parlé de quelques villes, je ne sais pas si vous vous rappelez les noms, qui sont apparus sur le premier slide. Monterrey, Toluca, Guadalajara, la plus grande, Mexico City, il n'y en a même qu'une. Tijuana, c'est bon. Il y a 6 personnes qui suivent. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez quelques données intéressantes à discuter au Mexique, c'est maintenant ou jamais, parce que le mois prochain, il y a le IEEE des Smart City à Guadalajara. Le mois d'après, il y a un Digital Economy Forum à Tijuana. 6 mois après, il y a le Smart Congress de Barcelona qui est transféré à Puebla. Et il y a 5 ans, Mexico City, d'ailleurs il y a une personne ici qui est fournisseur de Mexico City il y a 5 ans, que je félicite, un concept très innovateur de ville intelligente que j'ai vu. Et ils ont proposé une solution déjà il y a 6 ans, optimisation urbaine. C'est très intéressant. Bon, ça n'a pas été après suivi, c'est pour ça que je suis là, mais simplement c'est important de savoir que chaque ville a fait des efforts dans un domaine, il y a déjà des gens qui ont travaillé dessus. Alors je le laisse en espagnol parce que c'est difficile parfois à traduire, mais il y a un conseil économique et de développement sustentable dans chaque ville, dans chaque région, même au gouvernement fédéral. Bon, je fais depuis 10 ans pratiquement que des projets du gouvernement fédéral et du privé, et je peux vous dire qu'il y a déjà des entités qui travaillent dessus. Il y a les responsables de la technologie de l'information ou de la communication. Mais ce n'est pas forcément par cette personne-là que démarre le Smart City. Le Smart City, ce n'est pas forcément de la technologie. Mais bien sûr que c'est de la technologie. Mais ça peut être aussi comme le plaque d'immatriculation, une solution mécanique à un problème écologique. Ensuite, il y a des directions d'administration publique. Il y a l'administrateur qui voit les finances. On verra qu'il y a une relation entre le coût, l'impact, le temps. Le Smart City, c'est un problème de temps, c'est un problème d'espace, c'est un problème de temps, c'est un problème d'argent. Donc il faut faire un ratio intelligent de bénéfices et de profitabilité ou de rentabilité entre le temps, l'argent et évidemment l'impact que ça a par rapport aux maires qui veulent un peu leur vote avec les élus et puis des villes un peu mieux développées. Ensuite, il y a le problème de sécurité. La sécurité, vous avez toujours une personne de sécurité dans tout. D'ailleurs, en général, c'est des anciens militaires qui font ça. Donc, toutes ces politiques, le Mexique l'a développé dans différentes villes, dans différentes régions. Je dis différentes régions parce que des fois, une ville qui est une capitale d'une région, la région, en fait, a tous les budgets. Et la ville n'a pas de budget. C'est bon à savoir parce que ici, on croit que le Mexique, enfin, c'est comme en France, une ville a un budget et on développe des projets. Non, des fois, c'est la région qui finance les projets de la ville. Si vous prenez quelques villes dont je tairai le nom, elles sont endettées à masse de poder. C'est des endettements très forts. Mais la région favorise le financement de la ville, puisque la ville a un intérêt très important. 80% de la population de l'Amérique latine sont concentrés dans les villes. Et c'est le cas aussi au Mexique. Là, vous avez Monterrey, plus de 3 millions d'habitants, presque 4. Guadalajara, 4. Toluca, qui va arriver presque à 2. Tijuana qui va arriver presque à 2. Donc nous avons des villes qui ont vraiment un potentiel important dans le pays même, sur les 120 millions. Là, il y a 6 villes qui correspondent à pratiquement 32% de la population. Alors ensuite, il y a d'autres thèmes importants qu'a développé le Mexique, notamment en espagnol, la Ciudad Creativa Digital, qui est une smart city méga intelligente. Donc ça, allez, c'est de quoi je parle, il y a eu une présentation il y a quelques années. Moi j'ai eu la chance d'assister à des présentations du gouvernement Mexique. Je vous parle de 2008, en Angleterre. Donc c'est pas de hier ni de demain, c'est déjà de 4 ou 5 ans. Il y a une loi pour la ciudad digitale, il y a une loi, parce qu'au Mexique, comme partout dans le monde, il y a une assemblée, il y a un sénat. Il faut voter une loi pour la ville digitale. Il y a des problèmes de transparence, d'information, de sécurité de l'information. Donc c'est important de savoir qu'il y a des lois qui ont été votées.
Et la Ciudad del Conocimiento, je ne sais pas si vous avez entendu la Knowledge City. Un des modèles, c'était, je crois, Saragossa. Monterrey, Nuevo León, au Mexique, a été capitale de la ville de la connaissance juste après Saragossa. Je parle de 2009. Il y a déjà 6 ans. Vous savez, la ville de la connaissance, c'est la triple hélice. Vous connaissez le système de la triple hélice? Personne. Éducation. Académique éducation. Gouvernement. Et industrie. L'hélice. Le succès de l'hélice du futur. Ensuite, il y a une philosophie de travail au Mexique qui est très importante à savoir. Les gouverneurs sont très intéressés pour passer leur industrie dans leur région. Quand je parle de l'industrie, je leur parle des services, pas forcément uniquement de la fabrication de base, de passer de la manufactura, donc de la fabrication, à la mentefactura, à la brain factory, manufacturing brain factory. Ça, c'est très important. C'est une philosophie de base de tous les gouverneurs. De les politiques, ici en France, ils n'ont peut-être pas compris l'industrie, mais au Mexique, ils ont compris que l'industrie. Parce qu'il y a un chiffre que je ne vous ai pas dit, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais il y a un seul chiffre que je ne vous ai pas mentionné du premier slide. C'est 22. C'est le FDI, l'investissement direct étranger. 22 milliards de dollars en 2014, 35 milliards de dollars en 2013, ce sont des records. Ce sont des records. Et je vous donne un exemple d'un cluster. Quand on dit qu'un cluster en France génère Airbus, etc., dans l'aéronautique, l'agroalimentaire, le pharmaceutique, au Mexique, on mesure l'impact de l'indice de l'investissement pour savoir si je vais développer ce secteur de manière intelligente, si c'est un pourcentage significatif. Et en fonction de ce pourcentage, je donne des aides du gouvernement pour développer la Smart City. Tout est relié. Je suis allé peut-être un peu vite, mais je vais vous donner l'exemple de l'aéronautique très simple tout à l'heure. Et enfin, ce qui est très important, c'est que le gouvernement mexicain a très bien compris qu'il faut connecter les villes et les territoires. Mais pourquoi? Parce qu'au Mexique, on ne prend pas le train. On ne prend pas la voiture. On ne peut pas aller à Monterrey de Mexico en voiture. C'est pas faisable, 7 heures de route. Enfin, moi, je suis venu depuis Saint-Giron à Paris, à 7 heures de route, ça ne me gêne pas. Mais au Mexique, c'est pas possible. Donc il faut communiquer par une autre voie. C'est l'avion. Donc on a déjà connecté, donc c'est un autre problème. Quand on envoie une pièce majeure d'une ville à une autre, il faut savoir que des fois, il n'y a que l'avion. Parce que le camion peut être avoir des problèmes, la structure ferroviaire n'est pas installée, donc il y a d'autres problèmes différents. Le Mexique a une structure portuaire très très développée. J'en parlais tout à l'heure avec la spécialiste de Smart Marina, qui est ici à droite, et je lui ai dit qu'il y a un projet phénoménal de Smart Marina dans la mer de Cortés, qui est là où se reproduisent les baleines, donc du côté gauche de la Basse-Californie. Et c'est évident que là, ils veulent faire des marinas interconnectés avec le modèle de Smart. Je vous parle d'un projet de 2009. Donc tout ça, si vous voulez, je t'explique que c'est important que les gens aient compris ça. Moi, j'ai une double casquette. J'ai cette casquette je suis gérant d'une société de consulting. Je vis de ça, mais aussi, je suis aussi membre d'un consortium, d'une association qui s'appelle la CTC, les territoires connectés, avec Alain Schenck ici présent, Mike, Stéphane, Jean-Jacques, et j'en oublie peut-être un ou deux. Et c'est le principe justement de connecter les villes, voire les territoires. Mais c'est bien beau tout ça, mais quels sont les exemples? Bon, je vais vous faire connaître un exemple que je connais par cœur, c'est moi qui ai participé au Mexique à ce projet-là, c'est développer l'aéronautique. C'est très simple, il y a 15 ans au Mexique, il y avait 50 fabricants aéronautiques qui n'étaient pas du tout connectés entre eux, qui faisaient n'importe quoi, qui faisaient un principe mexicain qui s'appelle la maquiladora. C'est-à-dire je fabrique des produits bas coût, comme en Chine, comme au Mexique, comme partout ailleurs, et je les exporte aux États-Unis. Donc il n'y avait aucune connexion avec la supply chain aéronautique. Moi j'ai créé la Smart Supply Chain aéronautique, et sponsorisée par le gouvernement fédéral. Ce qui fait que j'ai implémenté une structure entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs, de manière à ce qu'on développe le business aéronautique en particulier. L'aéronautique est un des rares secteurs qui développe toutes les technologies. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé au jour d'aujourd'hui, le bilan en 2014, c'est qu'on a 300 fabricants aéronautiques. On en avait 50 il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on exportait 400 millions de dollars aux États-Unis. C'est-à-dire en aéronautique, c'est peanuts. Aujourd'hui, on exporte 6 milliards de dollars d'aéronautique. Et on a une croissance annuelle de 15%. Connaissez-vous en France ou en Europe beaucoup de secteurs qui ont 15% annuel?
que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas essayé de dessiner un avion au Mexique. J'ai décidé de définir une supply chain qu'on appelle une connexion entre le besoin, l'intérêt, la demande, et puis la force, les faiblesses, ben le SWOT analysis du donneur d'ordre et autres. Ce qui fait que ça crée une interconnexion intelligente, véritablement basée sur des synergies, qui est le symbole de succès économique de cluster. D'ailleurs, ce CTC dont je vous ai parlé s'appelle bien Cluster des territoires connectés. Il faut passer à synergie. Ce n'est pas des membres qui paient dans une association et puis qui vont se voir une fois pour un cocktail par mois. Ça ne marche pas. Alors, il y a un autre exemple qui est très long aussi à spécifier. Moi, je ne vais pas vous endormir avec ça. Je vais simplement vous dire que quand même, on fabrique au Mexique 3 millions de véhicules. On est un des plus grands fabricants au monde. 35 modèles de voitures. Tous les fabricants mondiaux. C'est pas fait par hasard. C'est pas parce qu'il y a des techniciens pas au Mexique qu'on fait de la voiture. C'est pas vrai. On fait du design, on fait de l'engineering. On fait vraiment, excusez-moi, mais un petit peu l'industrie du futur. On a réussi à prouver à General Motors qu'un modèle de voiture fait à Puebla avait un design plus intelligent que toutes les usines General Motors au monde. Si vous regardez dans les données, une usine de Mexique a été classifiée numéro 1 mondial par General Motors. Allez, on va se rapprocher de la phrase. Safran, la base américaine du CFM56, qui est une turbine, est faite à Querétaro. Les portes d'avion des Air France que vous prenez, des 320, elles sont faites à Querétaro chez Eurocopter. Comment peut-on faire ça? C'est pas possible, les techniciens, vous comprenez qu'il faut du design, de l'intelligence, du monitoring, il faut du suivi, du follow-up. On dit que le Mexicain, c'est le sombrero, tequila, le désert. Ça, c'est terminé, ça. Hein. Oui, je sais, c'est agréable. Enfin bon, pas que ça. Je vais vous donner un autre exemple avant de passer à la conclusion, parce que moi, je suis pour l'aspect pratique des choses. On parle de Mexico, par exemple. Mexico est classifié dans les Smart City, etc. Mais si vous comparez dans Mexico Polanco et Cuatro Caminos, on est dans deux mondes opposés. Quoi. C'est pas les bidonvilles à gauche, mais pas loin. Et Polanco, c'est le smart du top Smart City dans le monde. Donc, dans la même ville, il existe déjà des antinomies, des contrastes, etc. Il faut le savoir. Si vous faites une Smart City à Toulouse, par exemple, ben c'est Toulouse toute la ville. Si vous le faites à Mexico, c'est pas possible, Mexico toute la ville. Ou alors vous avez 135 milliards de dollars dans la poche. Donc ne rigolez pas, ça peut arriver, monsieur. Ça peut arriver. Donc, je vais vous différencier à Mexico deux choses. On a des villes à Mexico qui ont un historique, que j'appelle une ville ancienne. On va l'appeler Mexico. À l'intérieur de la ville, il y a des zones qui sont dans le smart building, smart intelligence. On va dire Polanco. Ça, c'est la ville ancienne. Mais Mexico a su faire une ville nouvelle, Smart City, sur l'économie. Attention, sur l'économie. Ils ont oublié la partie éducation, la partie cognitive, ils ont oublié tout ça, mais ils ont fait Santa Fe. Santa Fe a été fabriqué comme la Défense à Paris, sur des ordures. C'était le déchet de Mexico. Tous les déchets de Mexico allaient à Santa Fe. Ils en ont fait la Défense. Donc c'est important à savoir, on n'a pas attendu 107 ans avant de faire Santa Fe. Santa Fe a déjà plus de 20 ans. Donc il y a Smart City dans la nouvelle City, donc il y a des opportunités sur des nouvelles choses qui se font. On a des projets en tête pour un gros projet à Guadalajara et un gros projet à Querétaro. Ça va partir from scratch, de zéro. Mais il y a des villes aussi où il faut modifier certains paramètres. Centre-ville d'Antan, Guadalajara, il y a un grand projet pour développer la ville autour du Smart Intelligent City, où le pays d'Arles, avec l'Institut de régulation et d'automatisme, est investi sur le sujet depuis déjà 3-4 ans. C'est important à savoir que vous avez la ville ancienne, la ville nouvelle et la ville qui n'existe pas. Donc il faut travailler dans ces trois axes. C'est trois boulots complètement différents. Moi je travaille avec des maires et des gouvernements. Vous n'allez pas commencer à dire on va faire un projet de 100 milliards de dollars. Ça on le sait, merci, tout le monde le sait. Et c'est pour ça que je vais changer ça. Et je pense que vous connaissez tous quelle est la définition de smart en anglais. Je pense. Vous êtes quand même tous des smart spécialistes. Qu'est-ce que ça veut dire smart en anglais?
En anglais, non, si on parle pas espagnol, monsieur. Non, je rigole. En espagnol, en français ou en anglais. En espagnol, en français ou en anglais. Ça veut dire quoi, smart en anglais? Élégant. Manque de bol, vous n'avez pas fait comme moi des études en Angleterre. Moi, j'ai eu un diplôme de management à Henley Management College. Et là, j'ai eu la définition. Moi, pour petit français, j'ai eu la définition. Smart, c'est specific, measurable, achievable, realistic, timeable. C'est un marketing différenciateur. Et oui, mais ça existe. Hein. Je me suis dit, ce smart, est-ce qu'il s'applique vraiment à Mexico? On peut faire comme ça un projet comme ça à Monterrey, Guadalajara, Querétaro? On n'est pas en train de rêver là. Donc j'ai inventé un autre terme que je vais proposer à mes amis anglais, qui s'appelle le TBSSGF, qui est complètement différent. Je m'explique. TB, d'abord, think big. D'abord, il faut montrer, je pense, ce qu'on peut faire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Il faut le montrer. Et comme dit souvent Mike à la conférence il l'a dit hier, ce qui est très intelligent d'ailleurs, c'est on peut montrer quelque chose à 30 ans, mais on peut faire des modifications tous les 5 ans. Ça c'est évolutif. Il faut progresser. La technologie en 2 ans, elle va changer. J'ai moi-même intégré un projet au Mexique qui s'appelle la cybersécurité. Hein. Le port USB encrypté avec technologie NFC. Ça, dans 2-3 ans, c'est terminé. Donc il faut bien évoluer tous les 5 ans. On ne peut pas faire un projet de 10 milliards de dollars et puis ne pas changer pendant 30 ans. C'est impossible. Et Mike l'a dit à sa conférence, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc il faut quand même think big, il faut quand même montrer la vision. J'ai vu des démonstrations entre aujourd'hui et hier. La démonstration d'une société qui avait gagné un contrat il y a 5 ans à Mexico m'a fortement impressionné. C'est vraiment montrer la carte générale. Il faut montrer le pouvoir de la Smart City jusqu'à ses évolutions, ses impacts. Nous sommes en train de faire un CTC avec Mexico, mais pas avec Mexico. Avec l'Inde, l'île Maurice, je sais que tout le monde va à l'île Maurice, mais enfin, Arles, le Futuroscope de Poitiers et Mexico. C'est plus du tout une ville qui rentre dans la ville ou une région dans la région. C'est une interconnexion entre 4-5 territoires. Donc c'est important d'avoir le think big, il faut savoir où est-ce qu'on va. Alors le SS, excusez-moi, j'ai essayé de changer, mais je n'ai pas arrivé. Le SS, c'est quoi? C'est start small. Au Mexique, on démarre toujours petit. Et on dit une phrase au Mexique en espagnol, paso a paso, el pájaro se hace su casa. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On dit la même chose en Ariège. Il faut démarrer petit. Vous comprenez? Et après, on démarre et on évolue. Parce que c'est vrai, dans le complexe, si vous voulez, urbanisme, il y a des choses qu'on peut démarrer de suite. Et des choses qui n'attendent pas l'année prochaine. Et des choses qu'on peut faire dans 2 ans. Ça s'appelle un peu de planification, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut démarrer quelque chose. Tout n'est pas interconnecté de manière fabuleuse. Quand on démarre tout le projet, c'est impossible. Et puis, il reste le plus intéressant, celui qui me fascine, c'est le GF. Go fast, bien sûr. Il y en a un qui suit là. Go fast. C'est pas mal aussi. Go fast, ça veut dire quoi? Au Mexique, il faut aller rapide. On n'est pas en Europe. C'est lundi, c'est noir. Mardi, c'est blanc. Mercredi, c'est peut-être gris. Donc, il faut aller rapide. Parce que quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Donc, il faut aller rapidement. Donc, il faut proposer des solutions. Pas dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, j'avais certains projets au Mexique. Ce projet de Smart Marina, je ne vais pas attendre 107 ans avant de l'amener au Mexique. Il faut que les gens le voient. Le territoire connecté et des cours de formation très avancés qu'un collègue de Suisse, Jean-Jacques Martin, j'ai déjà présenté il y a 1 mois. Il faut que les gens voient ça maintenant. C'est vrai que maintenant, c'est une notion un peu pas floue, mais un peu visionnaire. Mais je crois que les Mexicains ont le droit de voir ça. Et après, il faut l'adapter, il faut sélectionner, il faut choisir. Et après, on implémente, et pas l'inverse. Quelques questions. Excusez-moi, je n'ai pas mentionné Cancun. J'ai entendu Cancun par là. Je n'ai pas mentionné, mais on peut le mentionner aussi si vous voulez faire de la prospection. Pas de questions?
Une information sur le Mexique. Vous voulez le téléphone Merci beaucoup, une amie mexicaine qui organise aussi des événements. Et puis je terminerai sur une note sympathique. Dans la photo que vous avez vue sur l'écosystème qui évolue dans le temps, hein, j'ai terminé par les villes, j'ai parlé des chiffres, et au départ vous avez vu un petit logo un peu obscur. Vous avez vu un petit rond avec 4 points cardinaux. Hein, c'est le fameux calendrier aztèque. Hein. N'oubliez jamais que le calendrier aztèque n'est pas pareil que le calendrier grégorien. Hein. Il n'a pas 12 mois dans une année. Il en a 18, c'est le Mexique. Merci, au revoir.